J'ouvre le second débat de ce sens public, direction l'Ukraine avec ce constat depuis un an, malgré des centaines de milliers de morts et de blessés des deux côtés. Le front n'a quasiment pas bougé. La Russie contrôle plus de 17% du territoire ukrainien. Avant de demander à nos experts si un vainqueur peut sortir des prochains mois de combat, notre reportage à Kiev. Jonathan Dupriez, Fabien Recker et Maxime Zatsev se sont rendus dans cette ville avec une délégation sénatoriale. C'était il y a quelques jours, à la rencontre d'une population toujours unie contre l'envahisseur russe. Kiev, après bientôt 2 ans de guerre. À l'image du pays, la capitale ukrainienne se tient toujours debout face à Moscou. En plein centre-ville, au milieu des passants, des véhicules militaires russes détruits sont exposés comme des trophées. Symbole de la résistance d'un pays qui fait bloc face à l'envahisseur. Je suis persuadé que nous tiendrons jusqu'au bout, soudés comme les doigts de la main. Notre unité est inébranlable, nous sommes Ukrainiens et nous tiendrons ensemble jusqu'au dernier. On est une nation forte. À proximité des épaves militaires, le mur des héros rend hommage aux milliers de soldats morts pour la patrie depuis 2014. Maria a récemment perdu 2 cousins à la guerre. Pour elle, ce sang versé ne sera pas vain. Quand on voit toutes ces photos, on se dit qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Malgré tout ce que traverse notre pays, on n'a pas le choix. Il faut tenir. Kiev est à 600 km de la ligne de front, mais la guerre y est omniprésente. Dans les cliniques de la ville notamment, qui traitent le flux continu de soldats amputés. Il serait au moins 50 000 depuis 2022. Je ne me rappelle pas comment c'était d'apprendre à marcher enfant, mais c'était quelque chose de naturel. Avoir une jambe artificielle, c'est autre chose. Vyacheslav était démineur. Lors d'une opération, il est touché par un tir de sniper. Sa jambe gauche n'a pu être sauvée. Tout à coup, boum! Je me suis demandé, est-ce que j'ai marché sur une mine? C'était impossible, on était sur un chemin sûr que nous venions d'emprunter. Ça ne pouvait pas arriver. Ensuite, je tombe et je vois que ma jambe n'est plus là. Au prix de lourds sacrifices, l'Ukraine plie mais ne rompt pas. Jusqu'à quand? Les officiels du pays s'alarment. Le manque de munitions est patent et le soutien des Occidentaux est au plus bas depuis le début du conflit. C'est dans ce contexte que le président de la Commission de la Défense du Sénat arrive en Ukraine. Après 14 heures de train de nuit depuis la Pologne, Cédric Perrin vient porter le message de la diplomatie française. L'Hexagone n'abandonnera pas son allié ukrainien. C'est aux portes de chez nous. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les uns et les autres à la nécessité de continuer à être solidaires avec l'Ukraine, de continuer à penser que sans une aide européenne, sans une aide occidentale, plus globalement, les Ukrainiens seront évidemment en très grande difficulté. Arrivé à Kiev, le sénateur enchaîne les rendez-vous officiels, au pas de course. Ici, à la Rada, le Parlement ukrainien, transformé en bunker. Son président, Ruslan Stefanchuk, n'a qu'une idée en tête, réclamer plus de munitions aux Français. Nous manquons de pièces d'artillerie, de munitions, de pièces de défense antiaérienne, des avions, donc tout ce qui peut garantir un avantage technologique à l'Ukraine dans cette guerre d'usure que la Russie cherche à nous imposer, mais qui est complètement à notre désavantage. Message reçu. Les parlementaires français porteront cette voix à leur retour à Paris, avec le sentiment qu'il est urgent d'agir. Le cri de péril pour l'Ukraine, c'est un pays dans une situation de guerre qui se bat avec des moyens dont on peut considérer qu'ils sont asymétriques, c'est-à-dire qu'on se bat contre une des meilleures armées au monde, l'armée russe, et avec des moyens gigantesques. Je crois qu'il faut continuer à prendre conscience que sans aide de l'Union européenne, sans aide des pays européens, sans aide de la France, sans aide des États-Unis, ils perdront. L'Ukraine attend plus que jamais le déblocage de 50 milliards d'euros par l'Union européenne, mais surtout les 61 milliards promis par les États-Unis. Selon un récent sondage, près de 9 Ukrainiens sur 10 sont convaincus qu'avec une aide suffisante de l'Occident, ils pourront infliger de sérieux revers à la Russie. L'Ukraine peut-elle encore gagner cette guerre contre la Russie? On répond à cette question avec Lucas Aubin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques et auteur de ce livre Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Mariana Perebelisiuk, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-ukrainienne. J'accueille également
Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et enseignant en géopolitique. Émilie Zapalski, évidemment, est restée à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Je vous propose, pour commencer, le constat d'un front militaire qui est figé avec 3 dates. On commence par janvier 2022. On est évidemment avant l'invasion russe. À ce moment-là, 92% du territoire ukrainien est contrôlé par Kiev, 7% par la Russie. Décembre 2022, il y a un an, un peu plus d'un an, on est à 17,48% du territoire occupé par la Russie. Un an après, décembre 2023, il y a quelques jours, 17,47%. Ça n'a quasiment pas bougé. Pourquoi, Lucas Aubin, l'Ukraine n'arrive pas à regagner ces territoires annexés par Moscou? Ça tient à quoi? D'abord, la première idée qui vous vient, c'est quoi? La première idée qui me vient, c'est déjà qu'on en soit là aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel au regard de la difficulté ukrainienne à l'origine de la guerre. Au tout début, ça c'est toujours, il faut toujours se souvenir de ça. On avait l'armée russe aux portes de Kiev. C'est vrai. On imaginait, la plupart des observateurs imaginaient que ça en était fini finalement de Volodymyr Zelensky, etc. Aujourd'hui, le conflit stagne. Pourquoi? Parce que probablement que l'aide militaire occidentale n'est pas suffisante. Évidemment que le rapport aussi humain entre l'Ukraine et la Russie est inégal. On parle de 1 pour 3 à peu près environ. Donc c'est-à-dire qu'il y a 40 millions d'habitants en Ukraine, 140 je crois, 144 en Russie. Donc évidemment c'est très différent. La réserve d'hommes pour Vladimir Poutine est beaucoup plus importante. Et dans le même temps, il est plus facile pour un pays agressé de repousser l'envahisseur aussi. Donc finalement, cet équilibre, il se joue aussi là. C'est-à-dire qu'on a une population ukrainienne qui, elle, a envie, effectivement, de repousser l'envahisseur russe. Et en face, on a une population russe qui, elle, est peut-être un peu plus en délicatesse face à ça. On sait que Vladimir Poutine a dû faire une mobilisation de 100 000 hommes à un moment donné, parce qu'ils ne venaient pas d'eux-mêmes, tout simplement. Cette guerre n'est pas forcément toujours comprise de la part de la population russe. Alors vous avez posé un certain nombre de chapitres de ce débat, évidemment l'aide internationale, évidemment les moyens humains aussi, on y reviendra. Mariana Perbenesiuk, est-ce qu'il y a un décalage entre ce que les Occidentaux ont promis et ce qui est arrivé? Il y a déjà un décalage de base, de position, parce que la position des Occidentaux est quand même assez claire et nette. Soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, par ailleurs, c'est ce qu'on dit. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Parce que jusqu'à la victoire, pour les opérations, pour les offensives, pour qu'ils soient vraiment efficaces, il en faut beaucoup plus. Et surtout, ces armes, il ne faut pas qu'elles soient bridées, en quelque sorte. Par exemple, on a parlé de l'asymétrie entre la Russie et l'Ukraine tout à l'heure, du fait que défendre et attaquer, ce n'est pas la même chose. La Russie, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très important. Elle frappe les arrières de l'Ukraine en essayant de toucher les entrepôts, des centres logistiques, ainsi de suite. C'est extrêmement important. L'Ukraine, on interdit expressément à l'Ukraine de le faire et on ne lui donne pas les armes de le faire. Il y a des frappes ukrainiennes sur la ville russe de Belgorod, mais elle est quoi? Elle est proche de la frontière? On n'est pas, les frappes ukrainiennes ne peuvent pas aller loin dans le territoire russe, qu'on comprenne bien. Je pose volontairement une question un peu naïve. Alors, elle n'est pas du tout naïve. Belgorod, c'est une base arrière très importante. Il y a des nœuds logistiques, il y a des entrepôts, c'est une sorte de plaque tournante. Le problème, c'est que l'Ukraine s'autorise de frapper cette ville, qui se trouve environ à 25 km de la frontière, avec les moyens qu'elle a. Donc elle a encore quelques moyens pour pouvoir le faire, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut surtout pouvoir frapper d'autres bases. Il y a des bases d'entraînement, par exemple, russes, et il y a qui se trouvent plus loin. Il faut que l'Ukraine aussi puisse frapper, par exemple, des aérodromes militaires, pour que les avions qui viennent frapper l'Ukraine ne puissent pas décoller, tout simplement. D'accord. Emmanuel Dupuis, pourquoi il y a ce bridage? Je reprends le mot que vous utilisiez, parce qu'on a peur d'une escalade ensuite, d'une autre réaction russe? Alors, en le disant autrement, l'Ukraine a une différence d'approche par rapport à sa dimension cinétique et militaire. Elle ne frappe que des objectifs militaires. Donc il n'est pas question de frapper la population civile de Belgorod ou dans la profondeur russe. Elle frappe des aéroports, elle essaye de mettre en difficulté l'acheminement en hommes et en matériel qui vient sur le front, pour effectivement essayer de résister. Et de ce point de vue-là, elle répond à la demande des Occidentaux de ne pas affaiblir trop la Russie, mais pour lui permettre, en gros, ni de gagner, ni d'être défaite. Et c'est là le problème. C'est qu'on a donné le strict minimum à l'Ukraine pour résister,
685 jours aujourd'hui, mais pas les moyens de gagner. Ça aurait coûté, parce que ça coûte déjà beaucoup d'argent de donner à l'Ukraine les moyens de résister. C'est pas seulement une question de centaines de milliards de dollars. Les États-Unis ont donné 111 milliards depuis maintenant près de 2 ans. Bientôt près de 2 ans, 22 mois déjà. Les Américains ont in extremis autorisé potentiellement avant le 19 janvier prochain les 61 milliards de dollars qui ont été proposés, et l'Union européenne finalement a réussi à passer outre l'épée de Damoclès du veto hongrois, et donc les 50 milliards arriveront en 2024. Maintenant, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de choix des matériaux et des matériels humanitaires dont l'Ukraine a besoin. Des avions de combat, des missiles de plus longue portée. Actuellement, il y a tout un débat en Allemagne pour qu'il y ait des missiles de plus longue portée, 500 km, on appelle ça des missiles Taurus, des missiles sol-sol, que actuellement Olaf Scholz ne veut pas donner, alors qu'un certain nombre de responsables politiques, l'ancien président allemand, il y a 2 jours, a dit qu'il fallait les donner. Donc c'est une question de volonté de faire résister l'Ukraine au maximum, mais ne pas lui donner les moyens de recouvrer la totalité des 18% et quelques de territoire que la Russie a récupéré. Oui, alors depuis la fin du mois de décembre, on assiste à une recrudescence de frappes aériennes russes, particulièrement meurtrières, qui visent plusieurs villes ukrainiennes. Par exemple, hier matin, à Kharkiv, Volodymyr Zelensky fait le bilan des victimes. Ce matin, malheureusement, une nouvelle attaque de missiles a eu lieu. Kharkiv et sa région, Zaporizhia, Kryvyi Rih, la région de Khmelnytsky. 45 personnes ont été blessées et à l'heure actuelle, 4 personnes ont été déclarées mortes. Mariana Pervenexi, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y avait des villes ukrainiennes qui n'étaient plus visées depuis longtemps, qui se sentaient en quelque sorte un peu préservées et qui ne le sont plus? Alors, toutes les villes ukrainiennes sont visées. L'ensemble des Ukrainiens vivant sur le sol ukrainien se sentent visés. C'est par ailleurs un très très grand problème. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de réfugiés qui restent en Europe, notamment les femmes avec les enfants, qui n'arrivent pas à se forcer d'aller dans ce pays. On peut risquer la mort sous les bombes, quand même, tous les jours. Par contre, c'est assez différent. C'est vrai que c'est la réalité que tous les Ukrainiens partagent, mais de manière assez différente. Par exemple, le danger, il est ressenti de manière particulièrement vive dans les villes qui sont trop proches de la Russie, comme Kharkiv ou Odessa, qui est trop proche du front de mer, d'où sont aussi tirés les missiles. Les villes comme Mykolaiv, par exemple, parce que, tout simplement, une fois qu'on est attaqué, il y a très peu de temps pour réagir. Il y a des villes qui sont où vraiment on vit un stress très, très chronique, comme Kiev ou Dnipro, parce que ce sont des cibles de choix qui sont ciblées sans cesse. Mais après, il y a des villes dans l'ouest de l'Ukraine, dans n'importe quelle région réellement, où ce stress, il est tout simplement plus couvert, si vous voulez, plus feutré, mais pas moins difficile à vivre. On vit la guerre quand même différemment. Voilà, où on sait qu'on sera visé moins souvent, mais tous les jours, on peut être visé. Et par ailleurs, je précise pour les téléspectateurs que quand ce sont des missiles, parce qu'il y a des différentes attaques, quand ce sont des missiles, normalement, c'est l'alerte pour l'ensemble du pays. D'accord. Vous voyez, contrairement aux drones, par exemple, qui, là, ça déclenche l'alerte dans la région où ça passe. Quand ce sont certains missiles dont on sait que leur trajectoire est tout droit, donc ça déclenche l'alerte sur l'axe. Sur toute la trajectoire. Mais quand ce sont des attaques aériennes avec des missiles, c'est l'alerte pour l'ensemble du pays. Lucas Aubin, quand il y a des attaques aériennes, c'est vrai que c'est un peu l'axe privilégié, je dis ça comme ça, par la Russie, par Vladimir Poutine depuis quelques semaines, même si ça existait déjà avant, mais il y a une recrudescence. Il y a quand même beaucoup de ces missiles qui sont détruits, notamment par des batteries patriotes. Sauf que, je disais en préparant l'émission, que chaque munition vaut minimum 2 millions de dollars. 4. Enfin, oui, alors j'ai lu les deux. J'ai donné le minimum parce que j'ai lu entre 2 et 4. Donc, comme la fourchette est vaste, je suis parti de... Déjà, c'est beaucoup. On en est où? Qu'est-ce qu'on sait du stock ukrainien en la matière? C'est-à-dire jusqu'à quand l'Ukraine va pouvoir se défendre avec ses batteries antimissiles? Alors, personnellement, je ne suis pas spécialiste militaire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que
effectivement, et c'est pour aller dans votre sens, depuis quelques mois, depuis quelques semaines plutôt, on a une recrudescence effectivement des attaques de missiles russes. On a mes contacts en Ukraine par exemple qui se sont remis à poster très régulièrement justement le fait que ça y est, on revient comme au début, on va se cacher, on va dans les bunkers, on est inquiet, on a encore plus de coupures d'électricité qu'avant, etc. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est de retour depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Après, on a la sensation, de manière générale, que la Russie, elle, a accentué, enfin, c'est pas une sensation d'ailleurs, c'est une réalité statistique, a accentué ses attaques et que finalement, l'Ukraine se défend, mais de plus en plus difficilement. Et là, il faudrait probablement lui apporter une aide plus significative en la matière. Je vous pose la même question, mais puis sur ces munitions, ce sont des missiles en fait. Hein, alors, le système Patriot, c'est très simple, il y en a 3. Les États-Unis en ont donné un, l'Allemagne en a donné un, et vraisemblablement, l'Espagne en a aussi livré un, avec un petit peu plus d'incertitude. Mais la question n'est pas tellement de combien de missiles ou antimissiles l'Ukraine dispose, c'est la manière dont, de manière finalement permanente, la Russie envoie non seulement des drones, des missiles et tout ce qu'elle a. Donc ce que moi je comprends de la stratégie russe, c'est d'épuiser ce stock de munitions quand même. D'épuiser la capacité antimissile de l'Ukraine. Oui. Vous l'avez évoqué, un missile Patriot coûte entre 2 et 4 millions d'euros. Le système en tant que tel, s'il est détruit, pour l'instant il n'a pas été détruit, coûte plusieurs centaines de millions d'euros. Et évidemment, c'est quelque chose que les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser sur la totalité du territoire. Mais en même temps, pour détruire les drones qui frappent de manière indiscriminée en permanence, quasi quotidiennement, l'Ukraine, on n'a pas besoin des systèmes Patriot. On a besoin d'autres systèmes. C'est pour ça que les Européens ont proposé d'autres systèmes antiaériens, le système allemand Iris-T, le système Crotale français. Enfin, il y a toute une série de couvertures de l'ensemble de l'espace aérien qui, a priori, couvre à 85 ou à 90% les frappes. Mais ça veut dire qu'il reste 10% des frappes qui passent. Bien sûr. Émilie ? Ce qui est étonnant, c'est un peu... on a un peu sous-estimé justement cette force de la Russie, à la fois économique et puis aussi militaire. Hein. Économique parce qu'il y avait beaucoup de sanctions et puis finalement on voit que l'économie russe, elle tient bon malgré tout ce qu'on a dit au départ, qu'elle allait être à terre, que ça allait être dramatique. Sur le plan militaire aussi, hein, on avait dit au bout d'un moment ça va être compliqué. Vous vous souvenez, 100 000 hommes à recruter, ça va être difficile, c'est difficilement compris par la population ce que vous avez dit. Et finalement, quelque part, ils arrivent quand même à mener cette guerre longue qui fatigue, qui use. C'est vraiment la guerre d'usure. Et pourtant, Poutine en avait parlé assez rapidement quand il a compris que ça ne serait pas une guerre éclair comme il l'avait souhaité et que ça serait la lenteur, l'usure qui gagnerait. On a peut-être un peu sous-estimé ça et avec cette résistance qu'on peut pas donner, on peut pas leur donner les pleins pouvoirs sur le militaire comme vous l'avez dit, on peut pas non plus, on a des exigences sur les répercussions sur les civils, donc ça fait beaucoup. Ouais, on va y revenir sur l'aide occidentale, mais toujours sur ces munitions, ces missiles, Lucas Aubin. Il y a eu une visite, enfin il y a eu une visite puis contre-visite de Vladimir Poutine à Pyongyang et vice-versa. Est-ce que, et donc on comprend quand même qu'a priori il y a une partie de ces munitions qui viennent de Corée du Nord. Est-ce qu'il y a une forme, je ne sais pas quel terme employer, d'humiliation pour Poutine d'être allé quémander des munitions là-bas? Comment vous qui connaissez si bien la société russe et la politique russe? On peut voir les choses dans les deux sens en réalité. C'est qu'effectivement la Russie est globalement dispose de moins d'alliés, disons, on va dire objectifs, comme l'Ukraine peut en avoir. C'est-à-dire que l'Ukraine est évidemment soutenue militairement, économiquement par beaucoup de pays, même si de moins en moins aujourd'hui. La Russie, elle, compte ses alliés objectifs d'un point de vue militaire sur les doigts d'une main. En réalité, on a l'Iran, on a la Corée du Nord. Peut-être qu'il y aurait la Chine, mais on n'est pas sûr. Néanmoins, cette aide, en tout cas nord-coréenne, elle est efficace en réalité parce qu'elle est très importante. Au début, on avait tendance effectivement à se moquer. À l'heure où en fait, certes la ligne de front stagne, mais en fait l'Ukraine a de nouveau peur finalement, et en tout cas est en difficulté comme elle ne l'a pas été depuis assez longtemps, depuis le début de la guerre. C'est devenu d'un coup très sérieux. Donc je pense que oui, la Russie n'a pas autant d'alliés qu'elle l'aimerait. Néanmoins, elle en a quand même certains qui sont d'un poids suffisant pour pouvoir l'accompagner dans cet effort militaire. Et il faut rajouter évidemment le fait qu'en 2024, le budget militaire russe a été doublé. Donc on s'achemine, pour Vladimir Poutine en tout cas, sur une guerre
j'allais dire long, qu'est-ce que ça signifie long, mais en tout cas, encore 1 an, peut-être 2, peut-être 3. Oui, alors effectivement, la question de la durée de la stratégie de Vladimir Poutine, je voudrais qu'on se concentre maintenant, pendant quelques minutes, on va ouvrir le chapitre effectivement du niveau d'aide occidentale, et on va commencer par écouter le président de la République, Emmanuel Macron, qui était en visite en Jordanie, donc dîner de Noël avec les forces françaises, et il parle de la situation en Ukraine. Aujourd'hui, dans ce pays agressé par la Russie depuis le début de l'année 2022, dans l'hiver glacial, l'agression russe se poursuit. Vous qui savez ce qu'est le rapport de force, vous mesurez ce que l'on ne peut laisser faire. Et vous mesurez combien nous ne pouvons laisser la Russie gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens? Nous continuerons donc à aider les Ukrainiens. Ce que nous faisons, même si cela nous coûte, est déterminant pour notre sécurité future, pour notre rôle en Europe et pour la souveraineté de cette dernière. Émilie, on assiste quand même, il y a les mots, il y a les faits, à un effritement du soutien occidental à l'Ukraine. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans? Il y a des questions d'inflation, il y a la crise énergétique, il y a les préoccupations plus quotidiennes en Occident qui ont pris le pas sur cette guerre, sans compter évidemment la concurrence d'un autre conflit, celui qui se tient au Proche-Orient avec l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre. Conséquence directe, dans les médias, l'Ukraine a été regalée au second plan dans cette terrible compétition entre les conflits. Et qu'en est-il justement de cette aide, de l'aide apportée à l'Ukraine? Eh bien, c'est triste à dire, mais l'aide internationale à l'Ukraine a baissé de 90% en 1 an. En Europe, les discussions sont ouvertes concernant l'adhésion de l'Ukraine, mais la Hongrie fait blocage, on en parlait, contre une nouvelle aide de 50 milliards d'euros. Aux États-Unis, le plus gros financier de l'Ukraine, 110 milliards, les républicains s'opposent aussi à cette aide de 61 milliards de dollars qui est proposée. La pré-campagne électorale pour la présidentielle et le retour éventuel de Donald Trump, très opposé au soutien à l'Ukraine, change la donne. Les républicains s'opposent systématiquement à ce que propose l'administration Biden. Un contexte qui peut évidemment affaiblir l'Ukraine. Oui, de toute façon, Poutine mise là-dessus. Depuis le début du conflit, il compte sur la lassitude de l'opinion publique occidentale. Il en rajoute maintenant des louches sur l'invincibilité de son armée et sur sa victoire. Nous avons prouvé à maintes reprises que nous pouvons résoudre les tâches les plus difficiles et que nous ne reculerons jamais, a-t-il ainsi déclaré dans son discours du Nouvel An. En face, on a un Zelensky qui fait tout ce qu'il peut pour être entendu. Lors d'une visite en Norvège mi-décembre, il a dit « on ne peut pas gagner sans aide ». Mais finalement, l'impact de sa communication actuellement est plutôt réduit à sa population. Alors, chose positive, les Ukrainiens sont même plus nombreux qu'en 2022 à penser que leur pays regagnera l'ensemble du territoire à l'issue du conflit. Mais à l'extérieur, en Occident, ce maître de la communication perd petit à petit du terrain. Emmanuel Dupuis, on va commencer par les États-Unis, parce que ce sont les premiers fournisseurs d'armes à l'Ukraine. Est-ce qu'ils peuvent soutenir à la fois l'Ukraine et Israël? Est-ce que Joe Biden est obligé d'arbitrer? Alors déjà, la position des Républicains n'est pas unanime. Donald Trump est contre le soutien ou le maintien en intensité du soutien à l'Ukraine, mais une de ses concurrentes, Nikki Haley, qui connaît bien la situation parce qu'elle fut ambassadrice des États-Unis à l'ONU il y a encore quelques heures, a rappelé pourquoi il fallait soutenir l'Ukraine. Premièrement, en disant que si on soutient l'Ukraine, les États-Unis n'auront pas à faire front directement à l'éventualité d'une menace sur des pays qui appartiennent à l'OTAN, en l'occurrence la Pologne et la Lituanie. Deuxième élément, il faut surtout avoir à l'esprit que c'est un double avantage pour les Américains de continuer à soutenir l'Ukraine, puisque 60% de l'argent qui est donné à l'Ukraine revient en emploi sur le territoire américain. Et alors que va se tenir une élection le 5 novembre prochain, c'est déterminant dans un certain nombre d'États qui peuvent basculer du côté républicain ou du côté démocrate. Et donc les industriels de défense jouent beaucoup sur la corde sensible en convainquant les gouverneurs de soutenir l'intensification du conflit. Alors, est-ce que les États-Unis peuvent donner 61 milliards pour l'Ukraine, 14 milliards pour l'Israël? Il y a un troisième élément. Les républicains ont dit que ce n'est pas le problème de donner de l'argent à l'Ukraine ou à Israël, c'est de donner de l'argent pour la sécurité des États-Unis eux-mêmes. Et ils mettent en gros en perspective l'idée qu'on peut défendre nos alliés, mais il faut avant tout défendre les États-Unis contre une migration clandestine de plus en plus forte à la frontière avec le Mexique. Les républicains l'ont dit. Enfin, c'est pas les mêmes moyens. Bah si, c'est 14 milliards. 14 milliards. Oui. C'est exactement dire en armes, mais oui, en termes d'argent, c'est exactement la même chose. Et les républicains ont cette formule en disant on protège d'abord le continent américain et ensuite on donnera
l'argent pour l'Ukraine. Le problème, c'est que l'Ukraine ne peut pas attendre, car elle mène une guerre au quotidien. Le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, il y a quelques jours, a évoqué le fait qu'il y aurait eu 215 000 victimes, 58 000, en étant très précis, trop sans doute, exagérément précis, 58 000 équipements ukrainiens qui ont été détruits, et en même temps, la Russie a, elle, un potentiel de capacitaire et humain qui est absolument exponentiel. Ouais. Je termine d'une phrase. La Russie est rentrée en économie de guerre le 24 février. Nous ne sommes pas rentrés en économie de guerre. Ouais. Et c'est sans doute cela le problème. Ouais. C'est que nous n'avons pas livré la totalité des munitions que nous avons promis à l'Ukraine. Lucas Aubin, si on se projette, Vladimir Poutine, on imagine qu'il parie sur une victoire de Donald Trump en novembre prochain. Il va aussi tenter de peser sur ce scrutin, d'après vous ? Voilà, moi j'ai en tête les trolls, les usines à trolls, etc. etc. Oui, très probablement. Il y a ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire c'est la guerre menée par d'autres moyens. On sait que Vladimir Poutine affectionne ce type de guerre, il le fait depuis des années. Les usines à trolls, vous l'avez rappelé, effectivement, de manière générale, la guerre informationnelle est quelque chose que Vladimir Poutine utilise très souvent. Après, on sait aussi que ça n'a pas forcément un impact significatif sur les scrutins. Il y avait beaucoup d'études qui ont montré notamment que Donald Trump, lors de sa première élection, n'a pas eu besoin de Vladimir Poutine pour être élu, même s'il y a eu ces opérations. Par contre, elles ont existé, c'est vrai. Donc probablement qu'il y en aura là. Vladimir Poutine, lui, sa stratégie, c'est de parier de toute façon sur le temps long. On le sait depuis le début. Il parie sur la désunion de l'Occident, il parie sur certaines faiblesses supposées des démocraties, à savoir des alternances politiques, et donc de fait des choix qui pourraient varier, soutien ou non à l'Ukraine, soutien ou non à la Russie, etc. Évidemment, bien malin celui qui sait de quoi demain sera fait, mais en tout cas, c'est sa stratégie, et c'est pour ça que cette désunion actuelle de l'Occident, en tout cas le fait que les moyens mis en œuvre pour soutenir l'Ukraine soient moins importants, vont effectivement dans son sens et le favorisent. Ouais. Mariana Pierre-Bénigout, le temps joue en faveur de la Russie ? Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Le temps joue toujours en faveur de la Russie dans la mesure où l'action russe s'inscrit toujours dans le temps, elle est toujours stratégique et il y a toujours des scénarios qui sont mis en place pour durer longtemps. Ce qui n'est pas notre cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des forces politiques, voire des experts qui s'extasient devant une sorte de pensée stratégique de Vladimir Poutine. Il n'en est rien. Il n'est pas si brillant que ça, loin de là. Par contre, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il ne vit pas dans une société démocratique et libre. Donc il peut se permettre de se donner le temps qu'il veut. Le temps d'action, les plans, les projets d'une longueur qu'il souhaite. C'est également le cas de ses alliés, de l'Iran et de la Corée du Nord. Et ce qui n'est pas notre cas, parce que nous sommes sujets au calendrier démocratique, et il y a tout le temps les débats et les réévaluations dans nos sociétés. Donc en fait, lui même et s'il n'y a pas eu d'élection générale à cause de la guerre en Ukraine, ce qui est quand même aussi une question. Donc Vladimir Poutine et ses alliés, parce qu'il faut quand même prendre la situation dans sa dimension globale, table de manière générale toujours sur le fait que les opportunités électorales, que ce soit en Ukraine, donc dans les pays cibles, ou que ce soit chez les alliés, apporteront des opportunités pour affaiblir la proie, pour affaiblir les alliés. Donc dans ce sens-là, pour l'instant, le temps joue pour la Russie, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Il nous suffit tout simplement d'avoir une stratégie claire et de l'appliquer, quelles que soient nos échéances électorales. Alors, dans ce chapitre-là sur l'aide occidentale, on a commencé par les États-Unis. Alors, c'est beaucoup plus symbolique, mais c'est quand même important. Il y a aussi la procédure, l'ouverture de la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Évidemment, parmi les critères, il y a beaucoup de critères. Il y a la question de la lutte contre la corruption. Je vous propose d'écouter un constat qui est fait par une Ukrainienne, directrice du Bureau européen anticorruption à Kiev. Voilà ce qu'elle dit. Je dirais que ce qui est le plus sensible et qui touche tous les citoyens, c'est la corruption des dirigeants à haut niveau.
quand on voit des affaires d'argent de l'État qui a été détourné, alors qu'il aurait par exemple pu servir à l'effort de guerre, à reconstruire des écoles ou des logements pour des gens qui seraient à la rue à cause de la guerre. Emmanuel Dupuis, c'est l'une des questions en suspens. Pas la seule, elle est importante. Ce processus, il est uniquement symbolique, il va, on le sait, prendre beaucoup de temps. Non, il est déterminant. Ursula von der Leyen s'est rendue plusieurs fois à Kiev, 6 ou 7 fois, si je ne m'abuse, en rappelant à Volodymyr Zelensky que l'Union européenne serait convaincue de la pertinence d'accélérer, ou en tout cas de regarder avec une certaine forme de transparence le processus d'adhésion si la question de la corruption était réglée. Je rappelle qu'un ancien ministre de la Défense a été limogé, car alors que se combattaient ces troupes, un certain nombre de procès étaient ouverts par rapport à la gabegie auquel il avait procédé. C'est d'autant plus intéressant que le processus électoral sera planétaire en 2024. Je rappelle qu'il y a 56 pays qui vont voter. Alors, il y a plus de la moitié de l'humanité. Près de 4 milliards d'habitants qui vont voter, et pas des petits pays, la Russie d'un côté et les États-Unis. Je vous l'accorde, la Russie, ce sera un vote tout à fait symbolique, mais aux États-Unis, ça pèsera. Mais surtout, il y a l'Inde aussi. Mais surtout en Europe. Un certain nombre de pays auront à déterminer si leur pays va continuer à aider de manière significative l'Ukraine. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que les États-Unis étaient le plus grand protecteur au sens militaire du terme. Pas tant que ça. Au terme du PIB, la France et l'Allemagne donnent davantage que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et les champions, ce sont les pays baltes. Or, les pays baltes vont voter. Et il y aura des élections importantes où un certain nombre de partis populistes vont sans doute revenir au pouvoir en Autriche, en octobre. Peut-être vont regagner de la légitimité à l'occasion des élections européennes. Donc c'est particulièrement déterminant que l'Ukraine donne les bons signaux. Et c'est d'autant plus déterminant, comme vous le disiez fort justement, qu'il n'y aura pas d'élection cette année, ce qui aurait pu permettre de montrer que c'est les Ukrainiens qui luttent contre la Russie et pas seulement le président Zelensky. Il y a d'autres forces politiques, l'ancien président Poroshenko, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, et donc c'est effectivement un signal qui n'est pas forcément si positif que ça pour montrer qu'il y a une cohésion ukrainienne face à la Russie. Un mot là-dessus, il nous reste un thème important, je voudrais vous entendre, Lucas. Est-ce que ce n'est pas une erreur ou est-ce que c'était impossible d'organiser ces élections générales en Ukraine ? C'est difficile à dire. À la fois, on comprend tout à fait pourquoi il a refusé qu'elles se tiennent. En fait, on est sous la loi martiale. Il y a, vous l'avez rappelé, 17-18% du territoire ukrainien qui est occupé, qui ne peut donc pas voter. Et l'effort de guerre est évidemment primordial avant toute chose. Après, peut-être que Volodymyr Zelensky s'est aussi privé d'un moyen miroir, en fait, parce que ces élections auraient eu lieu à peu près en même temps que les élections en Russie. Il aurait peut-être pu montrer que le processus démocratique en Ukraine était davantage respecté. C'était vrai avant la guerre, probablement que ça le sera encore après, par rapport à la Russie. Pour Vladimir Poutine, lui, on le sait, son enjeu, c'est de montrer que voilà, il vit dans une démocratie de plébiscite, donc il s'attend à ce que la population, enfin il espère, ça ce n'est pas une certitude, que la population russe aille voter, évidemment, pour lui, puisque l'opposition réelle n'existe pas vraiment aujourd'hui en Russie. Donc son enjeu, il est là. Est-ce qu'il va réussir? Mais on aura vraiment le chiffre de la participation? On pourra évaluer ça? Oui, ça on pourra l'évaluer. Il y a encore des instituts, enfin il y en a un notamment, l'institut de sondage Levada, qui est plutôt qu'on peut encore croire aujourd'hui. Donc on va savoir en fait si la population va se déplacer ou non. Après, il y a tout un tas de méthodes en Russie pour aussi faire voter les gens. On l'a vu lors des dernières élections avec effectivement des hommes politiques qui descendent en bas des tours d'immeubles pour, en échange de quelques roubles, faire voter les babouchkas du quartier, en fait. Et donc ça a existé, ça va probablement exister lors de la prochaine élection. Alors, dernier thème, dernier chapitre dans ce débat, la capacité de l'Ukraine à mobiliser des troupes. On en parle tout de suite avec Tam Tranu qui va nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir. Tam, le gouvernement mise sur une nouvelle loi, c'est ça? Oui, car l'armée ukrainienne compte aujourd'hui 850 000 hommes. Et selon des sources américaines, qui sont les seules sources considérées comme fiables sur le sujet, il y aurait eu 70 000 morts depuis le début de la guerre, 120 000 blessés. Je précise que ce sont des chiffres qui datent de l'été dernier, donc ça a dû évoluer depuis. Mais quoi qu'il en soit, recruter en masse en 2024. Et donc aujourd'hui, un objectif affiché très clairement par l'armée ukrainienne, c'est ce qu'a
qu'a expliqué mi-décembre Volodymyr Zelensky. Écoutez. Ils ont parlé de la défense de notre État et des contre-offensives potentielles, du déficit, et leurs propositions incluaient la mobilisation de 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires, un chiffre très sérieux. J'ai indiqué que j'avais besoin de plus de preuves. Alors l'enjeu, ça c'est ce que lui demandait l'armée ukrainienne. Exactement, c'est ce que lui demande l'armée ukrainienne. L'enjeu il est important car il faut à la fois remplacer les hommes morts et les blessés, il faut créer de nouvelles brigades et surtout mettre en place des rotations pour remplacer ceux qui se battent depuis 2 ans pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et pour cela, il y a un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres au mois de décembre, actuellement examiné à la Rada. Il prévoit notamment d'abaisser l'âge des mobilisables de 27 à 25 ans. Il prévoit également d'accroître les sanctions contre les réfractaires. On parle de les priver, par exemple, de permis de conduire, d'interdire leurs transactions immobilières. Et puis, il y a en revanche l'idée de limiter le service en temps de guerre à 36 mois, alors qu'aujourd'hui, la durée, elle est illimitée. Et comment les Ukrainiens réagissent à ces propositions? Ils sont complètement partagés. Écoutez ces réactions dans les rues de Kiev. On va avoir tout de suite les réactions dans les rues de Kiev, on l'espère en tout cas. Alors, manifestement, ça arrive, voilà. Je vois des gens qui veulent l'éviter par n'importe quelle méthode, n'importe quel moyen. Ils partent, se cachent. Pourquoi certains doivent-ils se battre et d'autres non? S'il s'agit d'une question de sécurité nationale, tout le monde devrait y participer. Tous les résidents du pays, tous les citoyens. Je suis contre toute sanction sévère. Par exemple, la confiscation des biens, des cartes de crédit, etc. Je suis totalement opposé à de telles sanctions. Dans sa forme originale, la loi a été dure. Peut-être sera-t-elle un peu plus douce. Le fait est que la mobilisation en tant que telle n'apporte ni santé ni joie à personne, mais seulement la guerre. Donc vous l'avez entendu, on voit des Ukrainiens qui sont partagés, qui n'ont pas tous le même avis, même si, bien sûr, l'enthousiasme des débuts s'est largement affaibli. Les Ukrainiens, notamment le dernier, qui restaient encore prudents sur ce texte, car de nombreux parlementaires ont promis de l'amender, de le modifier. Alors justement, il est débattu à huis clos, ce texte, depuis le 4 janvier. Que proposent les députés ? On sait qu'il y a de nombreuses propositions, que ces propositions, elles sont très loin d'être consensuelles. Il y a par exemple une parlementaire du parti présidentiel qui a proposé d'exonérer de mobilisation contre un don important fait au budget, ce qui a fait grincer bien des dents sur l'idée que la guerre, c'est donc seulement pour les pauvres. Un autre a proposé par exemple le tirage au sort. Et puis il y a aussi eu des propositions pour que les Ukrainiens de l'étranger rentrent combattre. Ça reste en tout cas le grand flou sur ce texte, sur ce qui peut advenir pour améliorer la conscription, alors que l'élan de 2022 paraît bien loin et que l'enjeu est pourtant essentiel. Il y a un officier respecté, le colonel Yevhen Mejevikin, qui a expliqué fin décembre qu'une mobilisation insuffisante serait synonyme fin 2024 de défaite militaire. Merci Tam pour toutes ces informations. Je rappelle le chiffre, cette demande des généraux, 450 à 500 000 personnes supplémentaires. Mariana Pereviniciuk, est-ce qu'on a parlé de l'aide occidentale, est-ce que finalement le vote de cette loi n'est pas aussi importante ou plus importante que l'aide occidentale pour gagner cette guerre? Alors, c'est un sujet extrêmement important parce que, bien entendu, il faut bien une armée capable et efficace pour pouvoir manier ses armes. C'est même pour cela qu'il y a, ce n'est pas forcément parce que les choses vont mal, mais il faut absolument pouvoir mobiliser et former plus de soldats. Pourquoi? Parce que ceux qui sont actuellement au front, je rappelle tout simplement que ceux qui sont au front, c'est ceux qui avaient déjà, au moment de l'invasion de l'Ukraine, le plus gros, c'était ceux qui avaient déjà l'expérience de combat. Donc ceux qui ont déjà servi depuis 2014 jusqu'à 2022, y compris dans le Donbass. C'est même pour cela, la société ukrainienne, finalement, elle a un consensus. C'est que doivent se combattre ceux qui ont l'expérience et ceux qui sont les plus motivés. Sauf que là, ça suffit plus. Sauf que ceux-là, ceux qui sont les plus motivés et ceux qui ont beaucoup d'expérience, cela fait 2 ans qu'ils vivent avec une sorte de régime de relève. Pas de rotation, de relève, c'est-à-dire qu'ils ont des congés. Pendant quelques jours. Ils ont des congés extrêmement courts. Non, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. Ils restent dans la région. Ils restent
le plus souvent dans la région où ils sont stationnés, où ils peuvent voir leurs familles qui viennent les voir. Donc ça dure quelques jours. Il faut vraiment que ces gens-là, attention, ils ne veulent pas rentrer chez eux et oublier la guerre pour toujours, mais ils veulent pouvoir rentrer chez eux, ne serait-ce que pour 1 mois, pour 2 mois, voir leur maison, passer du temps chez eux. Il est absolument important, donc crucial, et c'est même la demande, l'exigence de la société à ce que les héros, parce qu'ils sont considérés comme les héros, puissent rentrer chez eux et se reposer. Mais pose alors la question, et en fait, c'est pas la question. Et est-ce qu'on les remplace par des hommes qui sont moins, et des femmes qui sont moins formés, moins prêts à la guerre? Exactement. Et c'est pour ça que je mets tellement l'accent qu'en fait, ce n'est pas un dilemme de Volodymyr Zelensky lui-même ou de députés. En fait, c'est le dilemme de toute la société ukrainienne qui sent que ça serait justice, mais qu'on ne sait pas encore très bien quoi faire. Il nous reste très peu de temps. Un mot rapide là-dessus, et ensuite on parle de la société russe, parce qu'il y a des choses à dire aussi. Oui, alors dans tout conflit moderne, la masse, ça compte. Et de ce point de vue-là, la Russie peut bénéficier davantage d'hommes. D'ailleurs, le président russe a évoqué l'arrivée imminente de 170 000 nouveaux conscrits, une augmentation de 15% de l'effectif. Mais l'autre dilemme et l'autre paradoxe, c'est qu'il ne faut pas forcément des hommes qui ne maîtrisent pas les matériels militaires. L'armée ukrainienne a changé de nature. Les matériels qui lui ont été livrés doivent être utilisés à bon escient, avec une formation spécifique, qui se fait en dehors de l'Ukraine, pour la plupart. Et donc, ce n'est pas tellement le nombre de personnes, mais c'est les officiers et les sous-officiers et les militaires aguerris. Et c'est là la difficulté, puisque les premiers sont tombés malheureusement dans les premiers mois de ce conflit. Comme promis, côté russe, est-ce qu'il y a une contestation qui s'exprime malgré tout? Et si oui, comment? Alors, il y en a, effectivement. Il y a des formes de contestation, mais elles sont assez minimes quand même. Il faut bien le garder en tête. Mais j'en vois 2, moi, personnellement. C'est donc d'une part les femmes de soldats, ou les mères de soldats, qui se mobilisent de façon assez éparse, mais quand même, et irrégulière, mais quand même, depuis le début de la guerre, on les voit régulièrement demander à Vladimir Poutine, justement, davantage de soutien, davantage d'aide, le retour des corps, etc. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle les minorités ethniques non russes, situées dans les républiques, que ce soit en Tchétchénie, en Bouriatie, au Tatarstan, par exemple, qui, parfois, ne comprennent pas non plus cette guerre, pas pour les mêmes raisons que les mères ou les femmes de soldats, mais parce que, évidemment, on soutient souvent que c'est une guerre slave, et évidemment, un Bouriate, un Tchétchène ou un Tatar se sentent probablement moins concernés. Néanmoins, ces contestations-là sont assez, pour le moment, minimes par rapport à l'ensemble de la société russe. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Lucas Aubin, votre livre « Géopolitique de la Russie » publié aux éditions de La Découverte. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public, je vous dis à demain, 18h et 22h. Et puis notez que la matinale de Public Sénat reprend demain, 7h30, 9h. L'invité politique d'Oriane Mancini en direct à 8h. Ce sera Geoffroy Didier, le secrétaire général délégué du parti LR, député européen. Belle soirée.